Alors Stéphane, bonjour. Bonjour Bernard. Voilà, pour que nos spectateurs comprennent bien ce qui se passe, c'est que avant de leur montrer la capsule qui va démarrer dans un instant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après avoir tourné cette capsule, quelques jours seulement après avoir tourné cette capsule, tu as comparu devant l'ordre des médecins, et c'est d'ailleurs tout le sujet de cette capsule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de ta comparution? Alors j'étais convoqué, c'est très technique, mais il y a un désistement de l'ordre de médecins de la province du Brabant en faveur de l'ordre de médecins du Hainaut, parce que tout simplement, il y a 2-3 ans, j'ai porté plainte pour harcèlement, à juste titre d'ailleurs, contre cet ordre de médecins très harcelant du Brabant, parce qu'il voilà, soit il me harcelait avec des bêtises, qui me demandaient de l'énergie, et pas possible. Et soit je me suis retrouvé devant donc, un ordre de médecins d'une province voisine, et donc j'avais en gros voilà, 12 petites plaintes contre moi pour vraiment des bêtises qui ne méritent pas d'être convoquées, soit. Et eux-mêmes ont jugé qu'il y en a 9 sur les 12 qui ne méritaient vraiment pas, même pas d'en parler. Et ils m'ont donc interrogé sur 3 d'entre elles. Et c'était très cordial. J'étais très étonné. L'avocat qui était à côté de moi, Maître Picard, également, était très étonné de la façon dont c'est passé. Donc les collègues étaient vraiment, je ne vais pas dire sympas, mais je veux dire, voilà, ils étaient professionnels. On pouvait discuter, ils comprenaient, ils m'ont posé des questions, voilà. Et ils étaient même très intéressés par de la matière médicale que j'ai développée. Entre autres, comme il y a une collègue cancérologue qui a porté plainte contre moi parce que je l'avais maltraitée en disant qu'elle devait revoir sa copie et se mettre à jour dans ses connaissances concernant les effets préventifs cancer et anti-cancer de la vitamine D. Et puis, ils m'ont posé des questions aussi. Ils m'ont demandé ce que je pensais de la vaccination des plus de 65 ans concernant cette petite bestiole dont on ne peut pas parler, soit. Et je leur ai dit que voilà, les choses étaient en train de changer beaucoup, puisque actuellement, les dernières études montraient que même dans la catégorie d'âge de plus de 65 ans, le pic-pic, pour soi-disant prévenir cette bestiole, non seulement ne marchait pas, mais en plus donnait une balance bénéfice-risque défavorable. Et pourquoi? Et simplement, on se rend compte qu'on a une augmentation des problèmes thromboemboliques, des cancers, d'Alzheimer, de récurrence maladie à prion, dans toutes les catégories de personnes ayant accepté cela. Et d'un point de vue cancéro, on vient enfin de comprendre pourquoi les personnes ayant accepté d'être volontaires pour cette expérimentation eugénique, pourquoi ces personnes avaient une explosion de risque de cancer. En effet, donc un article préprint, donc pas encore publié, mais qui va l'être vraisemblablement très rapidement, confirme un mécanisme d'action. Alors, techniquement, c'est très difficile d'expliquer, mais en gros, il y a des sous-classes d'anticorps. Il y a des IgG1 et des IgG4. Les IgG1, par différents mécanismes d'action, protègent du cancer. Les IgG4 inhibent les IgG1, et on voit qu'à chaque injection, les personnes ayant accepté ce genre d'essais cliniques, eh bien, à chaque injection, les IgG1 diminuent et les IgG4 augmentent. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on est piqué, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 5 fois, eh bien, votre risque de défense contre le cancer disparaît. Et c'est un peu révolutionnaire comme notion. C'est des articles de haut vol en immunologie qui montrent justement, qui décortiquent le mode d'action de ces injections. Et c'était tout à fait inattendu parce qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent un vaccin donner ce genre de choses. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Il n'y a que pour ces thérapies à RNA que ce mécanisme, malheureusement délétère pour la santé, pro-cancérigène, vient d'être démontré. Donc selon toi, on risque d'avoir une espèce d'épidémie du coup de cancer. Mais c'est fait. C'est le cas. J'ai plusieurs collègues cancérologues ici en Belgique qui me confirment qu'ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues avant, des cancers qui évoluent, ils appellent ça des cancers turbo, des cancers chroniques de type lymphome qui tout à coup flambent, ils voient des cancers qui arrivent chez des personnes jeunes qui ne devraient pas arriver à cet âge-là. Enfin, on voit vraiment que les choses changent terriblement depuis quelques mois. Ok, parfait. Alors Stéphane, avant de lancer la lecture de la capsule que nous avons enregistrée, je pense que tu voulais aussi rappeler encore l'un ou l'autre médecin ou confrère ou consoeur que tu as oublié dans la capsule. Je cite un nombre de collègues médecins qui sont également très à l'attaque
pour défendre la population contre ce qu'on veut lui imposer partout dans le monde, et en tout cas dans nos deux pays proches qui sont la France et la Belgique. Et j'ai oublié de parler d'un médecin qui fait un travail d'enfer, c'est le docteur Bouillon. Le docteur Bouillon a monté une unité de prise en charge mobile qui s'appelle Lagardère, et le docteur Bouillon prend en charge les personnes infectées par la bestiole très précocement, avec un succès phénoménal. Il a permis à beaucoup de personnes souffrant de cette virose de ne pas être hospitalisées, d'être traitées à domicile avec de l'oxygène et avec des anticoagulants, etc. Et il fait un travail génial. C'est assez fou parce que des personnes infectées par cette bestiole sont venues le voir, parfois de très loin, de France, de diverses régions de la Belgique, alors qu'il est situé près de la frontière française, donc dans le Hainaut, à Mons. Ok Stéphane, écoute, si tu n'as rien d'autre à ajouter pour l'instant, donc je propose qu'on lance la lecture de la vidéo. Alors on est go, on y va, et j'espère que suite à cette capsule qu'on a fait tous les deux, je vais pas avoir les pires ennuis du monde, mais tant pis, on fonce. Ok, super. Merci Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour Bernard. Alors on se revoit cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. On a fait pas mal de vidéos ensemble sur la chaîne Une Autre Santé. On a totalisé plus d'1 million de vues. Aujourd'hui, on te retrouve pour nous parler des déboires que tu as connus avec l'Ordre des médecins. Tu es très au courant aussi de tout ce qui s'est passé aussi de tes confrères et consoeurs, que ce soit d'ailleurs en France ou en Belgique d'ailleurs, toujours face à l'Ordre des médecins. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes mésaventures ? Alors je dirais que pour l'instant, je n'ai pas de problème avec l'ordre des médecins, c'est l'ordre des médecins qui a des problèmes avec moi, puisque je me considère un lanceur d'alerte depuis le début de cette histoire. Alors cette histoire, en faire clair, il y a des mots qu'on ne peut pas dire qui sont censurés, donc je parlerai de la petite bestiole dont on ne peut pas parler sans se faire censurer. Je répète, le nom de code, ce sera la petite bestiole dont on ne peut pas parler sans se faire censurer. En effet, si je cite le mot censure, comme quoi on est tombé dans un état de censure inimaginable et scandaleux, hein, on peut plus appeler un chat un chat. Alors, tu me disais, le problème avec l'ordre des médecins, c'est que, donc, moi, j'ai défendu pas mal de collègues, docteur Andry, docteur Collignon, docteur Sacré également, des collègues français comme le Ridan, Aigret, etc. J'essaie de mettre ma petite, de donner de moi pour les aider, et j'ai envoyé je dépends de l'ordre du Brabant en Belgique, donc il y a des provinces, il y a l'ordre national, puis il y a les provinces, et plusieurs collègues ont été convoqués à l'ordre du Hainaut, entre autres docteur Sacré, docteur Guaréguer, docteur Collignon, également docteur Kaiser, gynécologue, ont été convoqués pour s'expliquer. Alors qu'est-ce qu'on leur reprochait à ces collègues? On leur reprochait d'avoir soigné des patients qui est atteint de la petite bestiole, hein, voilà, de les avoir sauvés, d'avoir évité de les envoyer à l'hôpital, et envoyer en réanimation. Mais donc en fait, l'ordre des médecins qui est là, qui a été créé à la base pour régler les problèmes de déontologie, de rapport entre les médecins et des problèmes déontologiques vis-à-vis des patients, s'immisce dans une matière dont il n'a pas le droit d'aller. Et encore dernièrement, j'ai un collègue, le docteur Collignon, qui était condamné parce que donc les chirurgiens vasculaires, il prescrivait l'ivermectine et d'autres traitements à ses patients avec bonheur, puisqu'il n'a pas eu de mort dans ses patients. Comment des centaines de patients que j'ai soignés, j'ose le dire fort, j'ai soigné les patients Covid, j'ai pas eu de mort, personne n'était à rien. Donc le docteur Collignon a d'une autre façon, puisqu'il utilise plus l'ivermectine que moi ou que d'autres, arrivé à soigner beaucoup de patients, convoqueur des médecins. On lui a reproché plein de choses, d'avoir donné trop son avis dans les médias, d'avoir dénigré, c'est le pic-pic là qui est en train de tuer énormément dans la tranche d'âge 20 à 60 ans. Il y a une surmortalité depuis 2 ans dans tous les pays. Alors, vous avez le nombre de décès soudains, inattendus. Donc, ce que vous voyez ici sont les trimestres 2016, 2017, 18, 19, 20, et regardez ce qui s'est passé en 2021. Au moment de la campagne de vaccination, dont le ministre de la Santé nous dit toujours que ce vaccin est sûr et efficace. Vous voyez ces pics? Ce sont des décès. Les données qui avaient été demandées étaient les décès soudains, défaillance cardiaque, des décès dans les 24 heures après l'apparition de symptômes, sans précision, des décès en l'absence de toute autre personne, ou témoin, et tout autre paramètre non expliqué. Ça, ce sont les catégories de ces données. Voilà, voici les résultats. Plus
1082%. 1082% en plus. Dont la seule cause, évidemment, est ce pic-pic. Et donc, il était condamné à 2 ans d'arrêt de travail. Il était allé en appel. Et alors, en appel, ça a été très très vite parce qu'il y avait un vice de procédure, en effet. Dans le Hainaut, ils ont les juges qui sont moitié magistrats, moitié médecins, qui ont écouté sa déposition, qui ont écouté sa défense, n'étaient pas les mêmes qui ont rendu le jugement. Et donc c'est un vice de procédure. Donc en gros, moi je vois les choses comme ça, c'est que les juges, entre guillemets médecins et magistrats, qui ont écouté Collignon, eh bien ils ont été convaincus par son discours et ça n'arrangeait pas du tout le droit des médecins que le jugement, qu'il y ait un jugement en sa faveur. Donc ils ont traficoté. Heureusement, à l'ordre national, enfin la chambre d'appel, ils ont été bien plus attentifs. D'accord. Et en fait, concrètement, tu expliquais que tu as soigné des patients, comme d'autres aussi, ouais. Et ça veut dire que vous les soignez différemment. C'est ce qui vous reprochait, en fait, l'ordre des médecins ? On les soigne selon les bonnes pratiques de la médecine. C'est-à-dire qu'il y a un gars que je ne supporte pas, qui est vraiment... Vous savez, dans les bandes dessinées, dans les films d'aventure, on voit arriver parfois des personnages, ils ont une tête de méchants, ils ont une tête patibulaire, ils ont une tête de ceux qui ont foutu le bordel partout, qui viennent tout casser. Eh bien, il y a des personnages comme ça. Et ce personnage auquel je pense s'appelle Van Ranst. Il a une tête de mauvais, de très mauvais. D'ailleurs, il expliquait bien avant la pandémie que comment se faire mettre en avant dans une pandémie, comment prendre les commandes, comment être invité à la radio, à la télé. Il expliquait ça dans un cercle d'affaires en Angleterre, en anglais d'ailleurs, son speech. Il expliquait comment manipuler les médias. Donc, c'est des conseils qu'il donnait. Parce qu'il avait fait ça lors de la première épidémie, le H1N1. You have to be omnipresent that first day or the first days, so that you attract the media attention. You make an agreement with them that you will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things a lot easier. And then you convey the message, and you can do that, if you do it that way, that our country is ready for a pandemic. That is a gross overestimation for sure, but it is crucial to go into that pandemic. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. I used there Sir Donaldson's quote, where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in the UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. That is very, very conservative. However, talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow. Talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow. Talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow. Talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow. What do you mean? People die because of influenza? So I said, I can use that. Because if the population really believes that this vaccine is so desirable that even the soccer players would be dishonest to get their vaccine, I said, okay, I can play with that. So I made a big fuss about this. This is Van Ranst is raving mad. Donc ce gars-là est pris comme conseiller. Il va souffler à nos ministres, à nos dirigeants politiques ce qu'il faut faire. Et ce que je veux dire, c'est que des méchants comme ça, on les voit. Il n'y a même pas besoin de chercher. Le mauvais ressort. On a un gars qui est champion du brûlage de pots de vin. S'appelle Van den Broek. Qui est notre ministre de la Santé. Donc ce gars-là, il brûle des billets, il fout en l'air les hôpitaux, et puis on va le rechercher des années comme après pour le ministère de la Santé. Enfin, je veux dire, Donc ce que je veux dire par là, c'est que les préconisations de prise en charge de la bestiole, dont on peut parler sans se faire censurer, ont été, dans beaucoup de pays, dont la France et la Belgique, téléconsultation, pas examiner le patient,
d'Afalgan ou Doliprane en France. Et puis, moi, j'appelle ça un MID 3D, Doliprane, d'Afalgan, dyspnée, donc le patient étouffe. Et puis, à ce moment-là, le patient, qu'il étouffe, il va à la gare de l'hôpital, où il va être intubé assez rapidement. Donc ça, c'est le traitement officiel qui a été préconisé en France et en Belgique. Maintenant, grosse différence entre les deux pays, c'est que en Belgique, on est beaucoup plus libre de traiter comme on le sent. Donc, c'est-à-dire qu'en France, des médecins se sont retrouvés interdits d'être exercés parce qu'ils ont prescrit l'ivermectine, de l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine, etc. En Belgique, pas. Donc, l'ordre des médecins en Belgique est beaucoup plus cool, je dirais, qu'en France. Moins assassin qu'en France. Voilà. Mais, je veux dire, le fait d'avoir empêché des médecins en France ou d'avoir suggéré aux médecins en Belgique de me traiter comme ça ou comme ça, c'est scandaleux. D'autant plus que les ordres viennent de qui? Ils viennent de politiciens. Donc, ce sont les politiciens qui disent aux médecins, vous devez traiter comme ça, comme ça. Voilà, ça n'a pas de sens. On va dire, oui, mais les politiciens, ils ont des conseillers. Oui, ils ont des conseillers. Et alors, en Belgique, je connais un peu les conseillers, mais ils sont une grande partie sponsorisés. Donc, ce sont des personnes qui ont reçu des fonds via leurs universités, de fondations comme la Bill et Melinda Gates ou autres, ou des associations internationales pour la vaccination, et qui ont finalement sponsorisé des groupes de recherche des universités. Et ces mêmes experts, ces mêmes scientifiques deviennent conseillers pour les gouvernements. En France, c'est la même chose. Hein, même chose en France. Et alors, tu parlais d'ivermectine tout à l'heure, hydrochloroquine, c'est la même chose? Non, ce sont deux molécules différentes. Voilà, en fait, simplement, justement, je parlais de Sven Ranst, qui est une tête de bandit, qui est un bandit. Il a publié 2 articles il y a une quinzaine d'années dans des revues scientifiques concernant la prise en charge des coronavirus chez la souris et le rat. Et il disait, ça marche du tonnerre. Quand la petite bestiole a commencé à émerger à Wuhan, en fait, très vite, les Chinois utilisaient la molécule avec succès. Ils ont dit, ça marche du tonnerre. Hydrochloroquine. Et puis après ça, on a un scientifique européen mondialement connu qui s'appelle Raoult, qui a repris le flambeau, et il a un peu amélioré le protocole, tout comme par après il a ajouté du zinc parce qu'il a vu que ça marchait mieux. Et donc, il a appliqué ce traitement avec gros succès. Donc, le taux de guérison était énormément plus élevé. Et finalement, ça ne plaisait pas du tout à l'industrie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont il s'est fait casser parce que cette molécule qui coûtait rien, qui n'était pas brevetée, puisque le brevet était tombé à l'eau il y a longtemps, faisait de l'ombre à des traitements qui coûtent hyper cher, qui sont très toxiques. Et voilà. Ok. Et par contre, pour en avoir cherché moi-même, on n'en trouvait pas en pharmacie. Et en France, Agnès Buzyn, à l'époque ministre de la Santé, l'a carrément mis sur la liste des produits vénéneux. Donc, alors que c'est une molécule qu'on utilisait depuis combien de temps? Ça fait au moins 100 ans qu'on l'utilise dans la malaria. Il n'y a pas été rapporté de mort ou de problème lors d'une utilisation normale. Et puis, dans des études internationales, on a proposé l'hydroxychloroquine versus d'autres thérapies pour voir si ça marchait pas. Et dans une étude qui est sur la Discovery, ils ont utilisé la dose 4 fois plus élevée que ce que Raoult leur recommandait, donc avec une toxicité. Et suite à ça, ils ont arrêté l'étude, ils ont dit voilà, ça marche pas, ça tue les gens. Ce qui est faux. Évidemment, si je prends de l'aspirine, si je prends 10 grammes d'aspirine, je vais me tuer, j'aurai une hémorragie digestive, et donc, on a cassé volontairement ce genre de traitement non breveté, pas cher et qui fonctionne pour avoir des traitements par des pics qui, on sait maintenant, surtout, au moins dans ceux qui sont moins de 60 ans, ne protègent pas, n'empêchent pas la transmission, et alors également des médicaments la petite bestiole, on ne peut pas parler, qui ont des effets toxiques majeurs au niveau rénal et qui ne marchent pas du tout. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous parler justement, parce qu'on en a beaucoup discuté off caméra, est-ce que tu peux justement nous expliquer au niveau de ta patientèle et de celle de tes confrères et consoeurs, ce que tu observes au niveau justement de 1 picouse, 2 picouses, 3 picouses, qu'est-ce que tu observes? C'est clair et net, en fait techniquement, on a ce qu'on appelle une immunité innée, donc on est avec des chromosomes, des infos qui vont faire qu'on va se défendre contre les virus, les bactéries et les cancers. Et puis l'immunité acquise, c'est celle qu'on acquiert en rencontrant certaines bactéries, parasites, des pathogènes. Voilà. Donc ces deux immunités différentes, on se rend compte maintenant qu'à chaque pipique, à chaque injection, on a une baisse d'immunité, des deux, innée et acquise. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de patients qui font une bestiole, on va parler,
dans les 15 jours qui suivent l'injection, qui se font un zona, qui se font une septicémie, qui se font une bronchopneumonie, voire qui se font une encéphalite dans les 15 jours, 3 semaines, parce qu'on a une deuxième unité. Et on le voit maintenant, les personnes qui ont accepté d'être volontaires, non rémunérés, j'appelle ça des rats de laboratoire, pour une thérapie génique à visée vaccinale, eh bien ces patients-là, point de vue santé, pas tous, mais en général, ils ont une idée de santé qui a décliné, ils sont fatigués, ils font des infections à répétition, ils réactivent des virus latents comme cytomégalovirus, herpès, voire maladie de Lyme qu'on croyait guéri chez eux, se réactive. Donc c'est une... voilà, donc je veux dire, ça n'a rien d'intéressant si ce n'est de mettre la population en mauvais état ou de les tuer. D'ailleurs, ça se voit dans les statistiques actuellement, dans beaucoup de pays développés, eh bien, on voit que leur tranche d'âge, au moins 20 à 60 ans, qui ont été volontaires pour se faire injecter ces machins-là, eh bien, il y a une surmortalité qui était au début de 50% au Danemark lorsque l'Omicron est arrivé en décembre 2021. Voilà. Et actuellement, dans ce service, jusqu'à 400-450% de mortalité en plus dans cette tranche d'âge-là. Et le seul facteur qu'on trouve, quand il y a cette étude d'adolescence, le seul facteur qu'on trouve, qu'est-ce qui a fait que en 2021 2022, la mortalité a explosé dans cette tranche d'âge et en augmentation, c'est ces injections. D'accord. Et justement, tu expliquais que c'est tous des volontaires quelque part, c'est tous des gens qui ont choisi d'être volontaires pour une expérimentation génique. Ah oui, parce que moi je connais personne qui s'est fait attaquer dans la rue, 15 malabars qui ont sauté sur la personne, l'ont déculotté, piqué de force. Je connais pas. Être obligé, c'est ça. Okay. Alors que moi, quand on me dit, je l'ai fait parce que pour aller voir ma tati ou ma maman qui est dans un home, ou parce que je vais aller bronzer 15 jours là-bas, ou bien parce que je vais aller faire ceci. Voilà, donc les gens sont des volontaires. Ok, et justement, ça m'amène à la question, il y a pas mal de pays qui commencent à légiférer là-dessus ou qui envisagent de le faire par rapport aux enfants. Oui, alors de nouveau en Belgique, depuis quelques semaines, il est recommandé de piquer nos gosses dès l'âge de 6 mois. Il n'y a aucun gosse qui mord la petite bestiole, aucune, sauf les très très rares qu'il y a eu, c'est des leucémies, des déficits congénitaux en l'immunité, mais c'est rarissime. Donc c'est un scandale d'aller piquer une population saine, hein, parce qu'on pique des sains, qui vont pas mourir de la bestiole, on va les piquer, et alors on n'est que des effets secondaires. Donc la balance bénéfice-risque est nulle. Parce que quand on vous dit, par exemple, que même dans la tranche d'âge plus de 65 ans, la balance, il faut le faire parce que ça donne protection, on oublie de compter toute la frange de cette population qui est morte dans les semaines qui suivent l'injection d'infarctus, d'attaque cérébrale, ou de cancer turbo, on en voit tout plein. Donc si on prend à la fois les morts liées à l'injection et les morts qu'on aurait pu éviter liées au pic-pic, il n'y a que dans la tranche d'âge au-dessus de 80 multimorbidité où c'est 1-1. Donc il n'y a pas de différence de l'un à l'autre. Et toutes les autres tranches d'âge, la balance bénéfice est négative. Donc c'est préjudiciable. Préjudiciable, tout à fait. Ouais. Et justement, au niveau de tous les... On a beaucoup parlé justement de problèmes d'ordre circulatoire et cardiaque. Et comment ça se passe du côté des confrères cardiologues et autres Moi, je suis en contact avec beaucoup de cardiologues, mais ils sont noyés, ils n'ont jamais vu ça, c'est inimaginable. Le taux de myocardite a explosé. Alors les gens disent, infection du myocarde, mais ça va guérir. Oui, pas toujours. Il y a des myocardites qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans dont des fibroses pulmonaires, des fibroses cardiaques, pardon. J'ai un collègue mondialement connu qui il a fait une dose, il s'est retrouvé avec un AVC du cerveau à l'hôpital en neurologie et il a une atteinte cardiaque et maintenant, il est 2 ans après, il a une atteinte cardiaque irréversible. Et bien, donc, nos gosses, nos ados, qu'on dit qu'il y a, en fait, statistiquement, pour 6500 gosses injectés, on fait une myocardite. 6500. Pour éviter qu'il y ait un gosse qui a eu soins intensifs suite à la bestiole dont on ne peut pas parler, il faut vacciner 2 millions de gosses. Donc comptez combien de myocardites on doit filer à nos gosses dans 2 millions de personnes, 6500, pour éviter qu'un gosse aille aux soins intensifs. Et encore, aller aux soins intensifs, ça veut dire quoi? Pour l'instant, il y a le virus respiratoire syncytial qui rôde, il y a la grippe, il y a plein de trucs. Il y a plein de gosses qui sont aux soins intensifs pour surveillance. Donc c'est pas parce qu'on va aux soins intensifs qu'on meurt. Donc imaginez, pour éviter qu'il y ait un gosse qui fasse un passage aux soins intensifs sans nécessairement y mourir, il y a très peu de chances qu'il meure, on doit piquer 2 millions de gosses, des gosses qui ne seraient jamais morts de cette bestiole, et on leur a filé, je ne sais pas combien de milliers de myocardites. C'est scandaleux. Tu m'as parlé aussi que les choses s'organisent justement, qu'on va probablement aller même vers les banques de sang de non-vaccinés.
Oui, oui, dans plusieurs pays, donc des pays dans certains pays, des groupements ont déjà organisé des banques de sang de non-vax. Et en Belgique, on en parle beaucoup. J'étais contacté, et ce qui est logique, hein, je veux dire, le problème, c'est que recevoir actuellement, en fait, au début, on croyait que c'était les personnes non-vax qui étaient dangereuses pour les autres. Et maintenant, on se rend compte que la balle va dans l'autre sens. Ce sont les vax qui sont dangereux pour les gens sains, parce que le spike peut en effet se transmettre par la respiration, par les fluides, et également par l'allaitement maternel également. Et on pourrait avoir une augmentation des risques thromboemboliques chez des personnes intimement en rapport avec des vax. Et alors justement, dans tes rapports à toi avec l'ordre de médecins, qu'est-ce que ça donne Alors moi j'étais lanceur d'alerte qui a envoyé à l'ordre du NO, à l'ordre du Brabant, à l'ordre national et aux ordres flamands des lettres que j'avais réalisées pour défendre des collègues. Je mettais scientifiquement, avec les attaches scientifiques, le pourquoi et le comment, pourquoi il fallait surtout pas les embêter, parce que c'était eux qu'il fallait féliciter et pas emmerder. Ce qu'il fallait emmerder, c'était les médecins qui piquent à tort et à travers tout ce qui bouge. Hein. Ceux-là, il faut les emmerder, parce que ce sont des assassins en puissance. Hein. Moi, je suis désolé, en tant que médecin, inclure dans une phase 3 un de mes patients, sans que le patient soit pleinement au courant qu'il peut faire un infart 2 jours après, qu'il peut faire une infection plus grave par la même bestiole, parce qu'il a diminué ses défenses, faire une autre complication, ou se faire un Alzheimer ou une maladie à prion. C'est un scandale. Il y a beaucoup de médecins qui se sont permis d'inclure dans cette phase 3 leurs patients sans les informer. Il faut le faire, parce qu'on l'a dit à la télé. Hein, on l'a dit à la télé. Et donc, j'ai lancé cette lettre à ses ordres, plus d'autres pour défendre d'autres collègues. Et donc maintenant, l'ordre du NO est revenu vers moi il y a 10 jours avec 12 plaintes de patients à mon encontre. Alors 12 plaintes, alors je vais donner l'exemple. Donc en gros, ils ne me reprochent pas d'envoyer la lettre, mais c'est très vicieux. Ils m'attaquent sur d'autres choses. Alors, vous savez, quand on travaille en médecine, on n'est jamais, les patients sont jamais contents à 100%. Il y a toujours des petits ennuis, il y a toujours voilà. En gros, exemple, une patiente de Marseille veut venir me voir et je suis prévenu par d'autres collègues français que cette patiente, elle fait du shopping médical. Donc, en gros, elle va les voir, elle prend pas les traitements, elle va en voir un puis l'autre. Elle en a déjà fait 4. Et puis, je lui réponds, écoutez, madame, je vais pas vous faire perdre votre temps. Vous faites du shopping médical. Laissez-moi voir des patients qui ont vraiment besoin d'un coup de main. Ne perdez pas votre argent en avion et en frais. Je propose d'en rester là. Elle porte plainte contre moi. Voilà. C'est le genre de choses que l'ordre médecin me rappelle. J'ai un autre patient, en tant qu'ORL, je lui retire un bouchon dans l'oreille au microscope avec un petit instrument et le gars fait un mouvement avec son bras gauche circulaire, il va s'enfoncer l'instrument dans l'oreille. Bon. Voilà, je suis désolé. En 36 ans de carrière, la première fois que ça m'arrive, c'est pas moi, c'est lui qui a bougé. Mais il dit que c'est moi qui ai fait un faux geste. J'ai des témoins, heureusement. J'ai, par exemple, un couple. Voilà, un couple qui me reproche d'avoir demandé 150 € de frais pour 2 consultations de 1h30 non annulées. Une consultation d'1h30 me coûte en frais fixes. Mon assistante, la technicienne, la téléphoniste, le truc bazar me coûte 180 €. Donc ici, ces 2 patients qui annulent le rendez-vous le jour même, ils n'ont même pas annulé, ils sont pas venus. Ça m'a coûté 360 € en frais. 300. Donc moi, j'envoie un mail à tous les patients avant qu'ils en disant vous n'annulez pas, désolé, vous serez facturé 150 € d'honoraires. C'est pas des honoraires, c'est pour les frais. Voilà. Et donc je réclame ça. Et il porte plainte contre moi parce que j'ai osé demander 300 €. Je suis désolé, moi je dois payer 300 € de frais et je me tourne les pouces pendant 3 heures. Voilà. Alors, quoi d'autre comme plainte? Oui, une collègue dans l'Institut de cancérologie, l'Institut Bordet où j'ai travaillé dans les années 80, soit une de mes patientes va la voir et elle dit il est fou ce médecin-là, il vous a pris la vitamine D, il vous a mis 10 minutes par jour, il faut arrêter ça tout de suite. Moi, j'écris un livre sur la vitamine D. Je connais vraiment bien un livre avec plus de 300 références. Donc, ce qu'elle ne sait pas, la collègue, soi-disant cancérologue, c'est que quand on ne met pas une vitamine D à certains taux au niveau sanguin, au-dessus de 70, 80, 90, on augmente fortement son risque de cancer, de récidive, de maladie auto-immune, et ça. Et donc, je lui ai envoyé à cette collègue, je lui ai dit, écoutez, relisez vos bouquins. Je lui ai même mis mon bouquin, lisez mon bouquin avant de dire des bêtises. Elle me porte plainte contre moi parce que je lui ai mal parlé. Enfin, je peux continuer comme ça, c'est de cet bien les 12 plaintes que cet ordre m'a envoyées. Vis-à-vis de tes confrères. Hors des médecins, collègues. Alors, en France, l'ordre des médecins est très
encore plus archaïque qu'en Belgique. En gros, en France, ils arrêtent d'abord les collègues, on discute après en Belgique, on discute d'abord beaucoup, et puis éventuellement on est sanctionné si on a fait des bêtises. Sachant quand même que l'ordre des médecins de côté a tendance à faire des incursions dans la science. Donc en gros, l'ordre des médecins n'est pas là pour juger la science. C'est là qu'il y a une médecine, c'est pas à eux à le faire. Mais ils ne se cachent pas de le faire de temps en temps. Alors en France, il y a beaucoup de collègues connus, Raoul, Fouché, Perron, tous étaient convoqués à l'ordre des médecins. Et en ce qui concerne Perron, que je connais assez bien, puisque j'étais déjà en contact avec lui auparavant, concernant certains patients communs qui avaient des maladies de Lyme. Qui a été blanchi. Alors, c'est un ordre local, c'est pas l'ordre national français qui l'a blanchi, et en précisant que il a eu raison au vu de sa notoriété, au vu de son aura, au vu de ses connaissances, de créer le débat quant à la pertinence de ces injections pour cette bestiole dont on ne peut pas parler, et qui a raison. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, il y a eu un appel, donc ça valait un appel, mais c'est un superbe signe, vraiment, enfin une éclaircie. Un lanceur d'alerte, comme Perron, qui a toutes les capacités, pour moi c'est un gars qui a des connaissances monstrueuses. Enfin, un ordre de médecins lui confère le droit d'ouvrir la bouche, de parler. Il a même dit, comme il est prof d'UNIF, il doit parler, il doit parler, il ne pouvait pas se taire. C'est un revirement 180 degrés. Et alors pour d'autres collègues français, voilà, je connais des anesthésistes qui sont arrêtés de travailler depuis 2 ans, je connais des généralistes qui sont également sanctionnés d'un arrêt de travail. Enfin, c'est un scandale sans fond. On en est une époque où soigner les gens, les guérir, devient illégal. Ça ne sert pas l'intérêt de Big Pharma. C'est clair. Parce que vous savez, les vaccins, les vaccins contre la bestiole, là, ils ne pouvaient pas être mis sur le marché s'il y a des traitements alternatifs. Ils ne pouvaient pas. La condition sine qua non pour qu'ils soient agréés momentanément pour les essais cliniques, c'est qu'il n'y ait pas de moyen de guérir. Or, désolé, cette bestiole-là, on la guérit hyper facilement. Ce que tu veux dire, Stéphane, c'est qu'en fait, en gros, pour que les gens comprennent bien, c'est que la rapidité à laquelle ça a été mis sur le marché, alors que normalement ça doit faire partie de beaucoup de phases de tests, en fait, la rapidité à laquelle ça a été mis sur le marché, c'est parce qu'il partait du principe qu'on n'avait aucun traitement. L'autorisation conditionnelle de mise sur le marché, je suis en autorisation conditionnelle pour l'instant, c'est pas encore définitif, c'était qu'il n'y ait pas d'autre traitement possible. Or, dès le départ, déjà les Chinois avaient déjà trouvé le traitement, ils avaient déjà l'ivermectine, ils avaient déjà la chloroquine, ils avaient l'huile essentielle, ils avaient déjà tout, hein, ils ont tout trouvé tout de suite, rapidement. Et donc, normalement, comme il y a des traitements qui marchent, on ne peut pas mettre sur le marché un truc de recherche qui n'a pas été testé. Parce que je rappelle que des vaccins ARNA, c'est la première fois qu'on est sur le marché, c'était mis sur le marché en quelques mois, se demander même, hein, mais là je serais complotiste, si on n'a pas déjà le vaccin avant l'épidémie, mais bon, je ne vais pas aller plus loin, je crois que oui, soit. Et tout ce qu'on avait essayé en thérapie RNA avait foiré, c'est-à-dire que ça n'avait pas marché. On s'était dit, on n'y arrivera pas. Le docteur Malone, d'ailleurs, c'est le docteur Malone. Le co-inventeur de cette technique, dès qu'il a vu les dégâts, donc dès qu'il était sur le marché, dès qu'il a vu les dégâts, il a dit arrêtez tout de suite, c'est une catastrophe. C'est l'inventeur de cette technique, Malone. C'est un scientifique de très haut vol. Il a dit arrêtez, on va à la catastrophe, on va trop dans le mur. Et quelle est ton intention, justement, Stéphane, par rapport à l'ordre de médecin? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? La meilleure défense, c'est l'attaque. Hein, je suis pas du genre à baisser la tête, me taper dessus et puis me faire assommer. Donc j'ai contacté 3 avocats que je connais très très bien, qui sont hyper performants. Et ce qui s'est passé il y a quand même, je dois dire ça, il y a quelques années, à l'ordre de médecin du Brabant dont je dépends, il y a eu successivement deux présidents de l'ordre qui m'ont harcelé. Donc en gros, un patient intervenu de travers, il portait plainte, j'étais convoqué. Je retirais un somnifère pour médecine à un patient, j'étais convoqué. Je traitais mes patients hypothyroïdiens venant d'hôpitaux universitaires en endocrinologie maltraités par T4, ils venaient chez moi avec de super résultats. J'étais convoqué parce que j'utilisais des mélanges T3T. Enfin, je veux dire, c'était à un moment donné, j'aurais dit, écoutez, vous continuez à m'harceler comme ça tous les 15 jours, tous les mois. Parce que moi, c'est stressant, ça demande du boulot d'aller se présenter devant un comité, voilà, donc la petite chaise au milieu, ils sont tous là autour. Et donc, bon, vous continuez comme ça, je porte plainte pour harcèlement. Ils m'ont pas cru, je l'ai fait. Donc, résultat, le président de l'ordre de médecins du Brabant s'est retrouvé devant la police judiciaire à 2 reprises. La deuxième fois, c'est une confrontation. Je crois qu'actuellement, tout est permis. Il n'y a plus de limite.
Parce que tous ces gens qui nous dirigent se tiennent la main et se protègent l'un l'autre. Quand on voit par exemple que Van der Leyen se permet de négocier quasi toute seule des contrats de dizaines de milliards, via des SMS, des textos qu'elle ne veut pas montrer, il y a des contrats qui sont masqués. Mais what exactly in these contracts? What are they hiding exactly? I mean, in the previous press conferences, I showed you some of the pages, from these contracts. This is how they were disclosed to us, and to the public, and to the press. Obviously, after some of us and some of the brave journalists asked, what are the contracts signed between the European Commission and these pharmaceutical companies? So this is how they disclose the contracts. Et qu'on demande simplement, mais montrez-nous les textos, montrez-nous. Et c'est refusé. Je veux dire, normalement, n'importe qui, il y a 10 ans, 20 ans, faisait ça, à quelque poste qu'il soit président européen ou président de pays, mais il était démissionné sur le champ. Maintenant, elle est encore là. Quand on voit que des gars comme Véran et Macron en France ont donné des faux résultats statistiques en disant vaccinez-vous parce que vous irez 10 fois moins aux soins intensifs, vous mourrez 20 fois moins. Faux, tout est faux, tout a été inventé. Quand on voit que les pré-études avant la commercialisation de ces machins, ces pic-pic, montraient des taux d'efficacité de 94 à 96%, sauf que le pourcentage réel, c'est 1 à 2%. Parce qu'il y a une différence entre le pourcentage, le taux d'efficacité relatif et réel. On en finit quand avec cette épidémie de Covid-19 ? Quand tout le monde sera vacciné. Il ne l'anéantit pas, la circulation, mais il la réduit très fortement. La vaccination empêche la maladie, mais en plus empêche la transmission. Nous l'avons vu, la vaccination est très efficace. On a tous dans notre entourage des gens qui sont malades comme des chiens alors qu'ils ont 3 vaccinations. Il marche extrêmement bien. Et là, elle est vaccinée, elle est positive. Les vaccinations ont commencé dès dimanche, 90%. C'est la 4e fois que je chope le Covid. D'accord. Je me suis vacciné. Oui, il est positif au Covid, c'est extraordinaire. Pas d'immunité puissante. Parce que nous sommes vaccinés. Moi, je suis vacciné. J'ai mon passe sanitaire. J'ai eu le Covid il y a 3 semaines. J'ai été doublement vacciné. Tous vaccinés, tous protégés. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La vaccination est notre plus sûr atout. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace. Elle réduit fortement la transmission. Ça ne protège pas à 100%. 95%. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. On pourrait diviser par 20 le risque de faire une forme grave. Par 10. Si vous regardez ceux qui meurent, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. 63% des personnes décédées à l'hôpital étaient vaccinées. C'est vrai ou c'est faux, Virginie Garin? Eh bien, c'est vrai. La vaccination reste l'arme la plus utile. La chasse au pipeau! Donc quand on sera à 90-95% être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500. 50 000 cas par jour. Ou 300. Il faut remettre le masque. Car ces nouveaux variants, et c'est là le problème, infectent plus facilement les personnes immunisées. Si vous faites vacciner, vous allez avoir un bon système immunitaire. J'ai été contaminé et j'étais double vacciné. Et vous allez éviter de transmettre la maladie aux autres. Et j'ai contaminé 12 personnes toutes vaccinées. Et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Et que maintenant on se rend compte que les triples piqués font beaucoup plus facilement la bestiole que les non vaccinés. Donc ils ont mis sur le marché un machin qui ne protège pas, qui n'évite pas la transmission, qui n'empêche pas les soins intensifs, qui n'empêche pas de mourir. Donc c'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin, c'est une machine à tuer.